Alors, je vais vous parler, moi, un petit peu de quelques solutions qu'on peut avoir pour sécuriser une application mobile. Alors, je pense que tout le monde connaît, ou presque, le top 10 de l'OWASP. Le top 10 de l'OWASP, c'est un document à la base qui est dédié aux applications web. Et comme qui dirait, il y a un top 10 OWASP pour les mobiles, il y a un top 10 OWASP pour ce qu'on appelle les objets connectés. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler du top 10 mobile de l'OWASP, qui est aujourd'hui en release candidate. Il y a une nouvelle version qui est en cours de commentaires et qui va bientôt sortir. Donc moi, je suis le représentant français de l'OWASP. Donc à ce titre, je remercie l'Occlusive de m'avoir invité pour présenter le top 10 mobile, qui est peut-être moins connu que le top 10 web que tout le monde connaît. Donc, alors, pour ceux, s'il y en avait encore dans la salle qui ne connaissent pas l'OWASP, sachez qu'on couvre tout le cycle de vie, c'est-à-dire des documents de sensibilisation, en passant par des documents de contractualisation avec vos prestataires pour faire du code sécurisé, jusqu'à l'accompagnement sur de la maturité, de l'évolution au niveau de vos cycles de dev, etc., par des guides, mais aussi par des outils. On a un certain nombre d'outils qui existent, des outils qui ont été primés, et aussi des morceaux de code qu'on va mettre dans le code. Alors certains vendeurs du marché ont repris ça sous le nom de RASP. L'OWASP, on a aussi des briques comme ça qu'on peut intégrer dans les codes qui sont là pour sécuriser vos applications. J'ai bien dit vos applications, j'ai pas dit juste web. Ça veut dire que ça peut s'appliquer à autre chose. Alors, on va tout de suite passer au top 10 mobile. Le top 10 mobile, comme j'ai mis, il est en release candidate. Ça veut dire qu'il va bouger. Néanmoins, j'ai vu un slide tout à l'heure d'Henri qui présentait l'ancienne version. Et quand on regarde la nouvelle et l'ancienne version, on est assez proche. Il y a eu une première version il y a plusieurs années qui a été faite avec l'ENISA en particulier. Ensuite, l'OWASP a repris la main toute seule pour pouvoir continuer. Alors, c'est basé sur quoi? C'est basé, comme tous les top 10 OWASP, sur un certain nombre de remontées de la communauté. Nous aussi, on est une communauté, comme chez Pradeo, c'est pas la même. Mais nous, on a une communauté aussi qui nous remonte des choses, et principalement sur des audits qui ont été effectués. Alors, ils ont été effectués par des gros du marché, ils ont été donnés suite à des failles qui ont été avérées. Voilà, on va se baser sur des statistiques, et aussi sur des statistiques qui sont remontées par Mitre du NIST, beaucoup. Ce qui donne aujourd'hui ce que l'on peut voir là. Alors, si on regarde par rapport à l'ancien, il y a eu quelques évolutions. L'ancien proposait en principal, je crois, en premier risque, le stockage des données de manière non sécurisée. C'est quelque chose qui est un petit peu redescendu. On retrouve des points comme les communications non sécurisées, le M3, donc qui était déjà là, je ne sais plus où il était à l'époque, mais il était déjà là. Les problèmes de cryptographie, quelque chose qui a complètement disparu, qui était le cas avant, c'était les contrôles serveurs défaillants, qui était un risque bien identifié. Aujourd'hui, c'est un risque qui est dilué dans l'ensemble de ces 10 risques. On s'est aperçu que finalement, si on parlait purement mobile, ce risque-là, eh bien, était quand même présent, mais n'était plus à l'ordre du jour d'un élément du top 10. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas dans quelques temps, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un élément qui est dilué dans l'ensemble des risques. Alors, on va prendre un peu tous les risques, et puis je vais essayer de vous donner quelques pistes, quelques solutions. J'espère que je vais couvrir les 3 que Henri a cités tout à l'heure. On ne sait jamais, peut-être que ça sera le cas. Le premier risque, en fait, c'est la mauvaise utilisation, grosso modo, des guidelines de la plateforme. Alors, ce qu'il faut bien savoir, lorsqu'on va développer une application mobile, déjà, pour qu'elle rentre dans le store, on va devoir suivre tout ce que édicte Apple, Android, enfin Google, ou Microsoft, ou BlackBerry aussi, parce qu'ils existent encore un petit peu. On peut en parler. Donc, par rapport à ça, on va devoir suivre ces guidelines. Et en fait, si on ne suit pas ces guidelines, l'application peut très bien ne pas être, je dirais, acceptée dans le store. Mais malgré tout, si on respecte ces guidelines, il arrive parfois que l'application rentre dans le store. Pourquoi? Parce que vous appelez, je ne sais plus comment s'appelle l'éditeur de Candy Crush, là. Mais voilà, vous êtes l'éditeur de Candy Crush et puis vous faites plein d'applications et donc vous avez
une reconnaissance de la part des stores comme quoi vous êtes un bon éditeur. Et donc automatiquement, pouf, votre application est dans le store. Mais vous n'avez pas respecté les guidelines, donc quelque part l'application est quand même poussée dans le store, et le risque qui va se poser derrière, eh bien tout simplement, potentiellement avec l'application, comme vient de le présenter Pradeo, on a peut-être des choses grises qui traînent dedans, qui vont permettre de faciliter le vol de données, éventuellement de plus en plus de la fraude au paiement, parce qu'aujourd'hui, Apple Pay est en train d'arriver. Ça fait très longtemps qu'on peut faire du NFC, qu'on peut lire des cartes bancaires avec un Android. Apple Pay est en train d'arriver. Et donc, bien sûr, on va faire du paiement à travers le mobile d'ici quelques mois ou années. Je crois que c'est quasiment finalisé avec les autorités en France. Donc, ça va pas tarder. Donc, ce type de risque, eh bien, la seule solution, ça va être d'analyser l'application, voire de reprendre les guidelines et de vérifier que votre application, vous avez bien accepté les guidelines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir former les développeurs. Si vous faites comme beaucoup de structures aujourd'hui qui externalisent le développement, eh bien, il va falloir aller taper un petit peu sur vos prestataires. J'ai entendu dans un podcast français une très bonne approche autour de l'évaluation des prestataires, je vous le recommande. C'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué, effectivement, parce que c'est pas si simple que ça d'analyser une application mobile. Alors bien sûr, il y a des solutions techniques, mais elles ne font pas tout. Elles vont pas dans le détail. Parfois, l'application mobile récupère du code qui va permettre d'exécuter justement une partie des choses. D'autant plus si l'application est une application qu'on appelle hybride, donc une partie qui se passe dans le navigateur. Bon, voilà. Donc, globalement, c'est quelque chose qu'on peut assez bien, malgré tout, réussir à empêcher. Et c'est pas si cher que ça d'éviter ce problème-là. Le deuxième problème, c'est le stockage de données. Alors, dans tous vos smartphones, je suis sûr que si je fais un sondage dans la salle, vous avez au moins une donnée confidentielle chacun dedans. Et bien quelqu'un qui a laissé traîner un mot de passe dedans. Il n'y a pas que les mots de passe. Il y a des mots de passe, il y a des données qui sont destinées à permettre automatiquement l'authentification du service. Alors là, j'ai pris un service du marché que vous connaissez peut-être, une application du marché, qui est connue, qui est là pour voir vos comptes bancaires. Il y a une banque française qui stocke un certain nombre d'éléments dans son application grand public qui permet automatiquement de voir le solde de vos comptes, sans vous loguer, sans rien taper. J'ai pas donné le nom de la banque. Je vais me fâcher avec personne. Voilà. Donc, la manière dont vont être stockées ces données, elles peuvent être stockées en clair. Alors, en clair dans le smartphone, dans une propriété qu'on peut lire avec l'application. Et donc, cette donnée n'est pas forcément stocké de manière sécurisée. Or, aujourd'hui, toutes les plateformes mobiles fournissent un mécanisme de coffre-fort permettant de stocker de manière sécurisée des données. Alors, ces mécanismes de coffre-fort sont plus ou moins bien foutus, plus ou moins liés à des fonctionnalités du smartphone. Certains vont être liés à l'empreinte. Vous savez, les nouveaux smartphones, on a tous joué avec son doigt pour les déloquer. Eh bien, ça va servir aussi à ouvrir les coffres-forts. Eh bien, ces coffres-forts vont stocker de manière chiffrée les données sensibles. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve quand même beaucoup d'applications où on va dans les propriétés et on va dérouler toutes les informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations, elles vont être stockées sur le smartphone. Le smartphone, il va stocker ça dans une base de données de type SQL ou dans un fichier XML. À partir du moment où on a accès au smartphone, on va dumper le smartphone et puis on peut lire très facilement les données. C'est totalement lisible la plupart du temps. C'est en clair, à quelque chose près. Alors il y a des outils pour décompiler, etc. Ça se trouve sur le marché open source très facilement. Alors que la solution, elle est vraiment extrêmement simple. C'est de stocker dans le keychain, dans le coffre-fort de la plateforme. C'est rien du tout. Le coût est nul vu que c'est une fonctionnalité de la plateforme. Donc lorsque vous avez besoin de développer une application qui a des données sensibles, l'un des premiers prérequis à mettre, c'est de dire vos données, vous les stockez dans les coffres-forts. Et c'est stocké en AES 256, avec tout ce qui va bien derrière. Le problème des communications, les communications aujourd'hui, elles sont toujours effectivement problématiques. La plupart des applications ne sont pas autonomes, à part peut-être les jeux et encore. Donc elles ont besoin de communiquer avec votre serveur ou vos serveurs sur les applications métiers. Donc la première chose aussi à mettre en œuvre, c'est tout simplement de mettre en place des connexions chiffrées de type TLS. Et si vous pouvez aller plus loin,
vous pouvez effectivement, si vous faites du REST, rentrer dans des couches de type JWT, JSON, JOSE, hein, c'est la couche qui est l'équivalent à AWS Security, qui va permettre de chiffrer et d'échanger de manière sécurisée les données entre quelqu'un qui dialogue en JSON, qui est aujourd'hui le format le plus utilisé par une application mobile pour discuter avec son serveur, et qui va permettre, au-dessus de TLS, de rajouter une couche supplémentaire de chiffrement, voire d'authentification, voire une couche aussi de signature si besoin est. Et donc effectivement, ça aussi, c'est très simple à mettre en œuvre. C'est une bonne pratique qu'on fait sur du web et qu'on ferait aussi simplement ailleurs. Le quatrième risque aujourd'hui qui a été identifié, c'est un risque dû à l'authentification. Alors, pourquoi c'est un risque dû à l'authentification qui apparaît aussi fortement en quatrième place? Eh bien parce qu'on s'aperçoit que beaucoup d'applications, l'utilisateur ne veut même pas mettre un mot de passe de lock, ne serait-ce que pour éviter lors du vol, ou alors il met un mot de passe extrêmement simple. J'ai eu à expertiser dans le cadre d'une expertise judiciaire un smartphone Apple, et puis j'avais pas le mot de passe. La première chose que j'ai fait comme ça. Puis j'ai trouvé tout de suite le mot de passe qui avait été mis. Bon. Eh bien, ces choses-là, dans les applications, aujourd'hui, c'est malgré tout pas quelque chose qu'on a mis. On évite de mettre de l'authentification forte. Et on va s'apercevoir, là, vous aviez une application qui s'appelle Audible, je crois. C'est une application qui lit, en fait, de manière audio des livres. C'est une application du marché que vous pouvez télécharger. Alors, ça a été corrigé, a priori, hein. Mais vous aviez accès à un compte et vous pouviez télécharger n'importe quel livre. J'ai bien dit n'importe quel livre, sans que le livre vous l'ayez acheté. Il suffisait d'être authentifié, une fois. Vous ouvriez un compte gratuit, puis on pouvait télécharger ce qu'on voulait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, eh bien, l'authentification qui était mise était juste une authentification utilisateur, et il n'y avait pas de gestion de session, il n'y avait pas de gestion d'autorisation derrière. L'authentification était très très faible. Une autre chose aussi qu'il y avait dans cette application, c'est-à-dire qu'elle ne vous déconnectait quasiment jamais. Donc, c'était extrêmement simple aussi, eh bien, de pouvoir avoir accès presque à vie à vos livres, sans payer pour ne pas avoir de la pub. Alors, mettre en place une bonne authentification, c'est pas simple. La problématique du smartphone, c'est que pour faire du out of band, c'est plus compliqué. On est sur le même terminal. Alors, on peut utiliser effectivement des clés RSA, des choses comme ça, enfin tous ces mécanismes-là, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. La réception d'un SMS peut être interceptée par une autre application, donc c'est pas une bonne solution. Il y a les applications telles que le Google Authenticator, pour n'en nommer qu'un, mais il y en a des tonnes de systèmes comme ça qui vous permettent d'améliorer ces choses-là. Et en tout cas derrière, de bien penser à ce que votre système se déconnecte correctement et de bien gérer vos sessions. Autre point, la crypto. Alors tout à l'heure je vous parlais des coffres-forts de clés. Alors théoriquement c'est des choses qui marchent bien, les coffres-forts de clés effectivement, mais parfois il y a encore beaucoup de gens qui ne les utilisent pas et qui vont utiliser des clés de chiffrement dites faibles qui sont dans l'application, et une simple décompilation permet d'obtenir cette clé. La problématique avec cette clé, c'est que si cette clé, j'arrive à l'obtenir, et si en plus c'est une clé unique, alors là c'est une application de type Uber qui est indienne, si je ne m'abuse, elle utilisait la même clé partout. C'est-à-dire n'importe quelle personne avait la même clé de chiffrement de ces données, et donc avec cette clé, on chiffrait le login et le mot de passe sur le terminal. Chiffrement symétrique, avec la même clé pour tout le monde, pour les je ne sais pas combien de millions d'Indiens qui avaient l'application. J'ai pu aussi analyser une autre application comme ça pour, je veux dire pour le fun, une application qui permet de commander certaines voitures haut de gamme à distance. On peut la faire sonner, on peut faire chauffer les sièges, on peut faire plein de choses, la géolocaliser. De même, on a la même clé qui est stockée dans l'application et qui permet de stocker toutes les données sensibles, dont le login, le mot de passe. Après, vous avez un terminal où vous obtenez une copie des données du terminal. Eh bien, il suffit ensuite d'appliquer par-dessus du déchiffrement et on obtient tout de suite ces choses.
Le problème de la crypto sur les plateformes, c'est que chez iOS, chez Android, on n'a pas la même façon de fonctionner en fait. Sur Android, vous êtes sur du Java. Donc vous êtes un peu plus libre sur l'implémentation de la crypto. Il y a des bonnes cryptos Java qui existent, que vous pouvez ajouter dans vos développements. Sur iOS, vous êtes lié à ce que vous fournit Apple. La manière dont vous allez utiliser la crypto va risquer aussi de faire fuiter de l'information. Parfois aussi, sur cette application entre autres, eh bien, on chiffrait bien le login mot de passe pour le stocker. On le chiffrait bien sur le canal de transmission, mais le canal n'était pas chiffré. Donc ce qui faisait qu'on se mettait en proxy, on interceptait tout simplement le login mot de passe et on appliquait aussi le déchiffrement. Donc c'était une autre manière d'obtenir des logins et des mots de passe. Et avec ça, on avait accès à tout le compte de la personne et on pouvait commander des taxis depuis un autre compte avec le login et le mot de passe de la personne, sans payer. Les problèmes d'autorisation, bon bah ça rejoint le 4, malgré tout, l'autorisation, l'habilitation. Vous savez ce que c'est que les opérations CRUD? C'est tout ce qui est lié à REST en fait, quand on fait des opérations create, read, update et delete. C'est l'acronyme consacré. En fait, lorsque vous avez une application mobile, la plupart du temps, vous tapez votre login mot de passe, elle s'authentifie, elle réceptionne quelque chose, et puis après, elle continue à dialoguer en passant un identifiant de session. Cet identifiant de session, suivant comment, au niveau serveur, vous allez gérer l'habilitation, eh bien, si vous ne le gérez pas correctement avec quelque chose qui donne des droits au niveau de la session, eh bien, vous pourriez peut-être faire de la lecture ou de l'effacement de données alors que vous n'avez pas l'autorisation. L'autorisation l'habilitation au niveau d'une appli mobile, il ne faut pas juste réfléchir sur le fait que j'ai autorisé l'utilisateur avec un login mot de passe et un login de session. Il faut qu'à chaque fois où vous faites un appel au serveur, derrière, vous mettiez quelque chose qui permet de savoir que c'est le bon utilisateur, c'est toujours le même utilisateur et qu'il a été logué. La quasi seule solution propre qui marche bien sur toutes les plateformes aujourd'hui, c'est d'utiliser les principes que vous avez déjà sûrement vus, je pense, qui s'appellent O2 et toutes les couches autour de ça, qui permettent justement de gérer correctement les habilitations en termes de session au niveau d'un serveur. Donc c'est pas simple à mettre en œuvre parce qu'il faut penser à la délégation de l'habilitation, il faut avoir un serveur d'habilitation. Alors vous pouvez faire comme certains, c'est-à-dire utiliser Google, vous pouvez utiliser Facebook, vous pouvez utiliser Twitter et tous les autres réseaux sociaux que vous voulez pour justement gérer l'authentification et l'habilitation à votre place. C'est vous qui voyez. Les applications mobiles, on retrouve encore beaucoup d'applications hybrides, c'est-à-dire des applications qui sont moitié terminal de type faites pour la plateforme et moitié à travers un composant navigateur. Pourquoi ? Parce que quand vous avez déjà développé des tonnes de choses pour un site web, vous allez le réutiliser parce que ça vous coûtera moins cher et donc vous allez utiliser le composant navigateur qui est livré. Ce composant navigateur qui est livré, en fait, il est vulnérable à beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on ne le pense. Sur iOS, c'est un Safari. Sur Android, c'est un Chrome. Sauf si j'utilisais Firefox, voilà. Mais bon, vous ne pouvez pas l'embedded à l'intérieur de votre code. Ces deux choses-là, eh bien aujourd'hui, on a des exemples dans certains codes. Entre autres, le plus récent, c'est sur iOS. Vous aviez un JavaScript qui était téléchargé sur un serveur. Et ce JavaScript, en fait, n'a pas été inspecté par Apple. En tout cas, il est passé en travers des mailles du filet. Et ce JavaScript permettait de prendre la contrôle totale sur le poste client. Mais vraiment, le XSS basique du web qu'on retrouve sur un terminal mobile. Et donc, pour contrer ce type de, de vulnérabilité, soit vous inspectez tout le trafic, mais comme vous avez un utilisateur qui est peut-être se connecte pas forcément sur votre service en direct à travers un proxy ou je sais pas quoi, et puis ça peut suffire juste à prendre la main dessus. La seule solution, c'est d'analyser le code, donc analyser par une revue de code ou, voire même,
mettre en place des bonnes pratiques de codage sécurisé pour éviter justement que certains bugs qui vont être générés par le JavaScript ou générés par autre chose impactent directement des buffer overflow ou des choses comme ça sur l'application mobile et qu'on ait la main et que s'installe par exemple un sniffer d'OTP ou un sniffer de credential qui se trouverait non pas stocké directement dans les keystores ou autre chose. Donc c'est pas simple parce que dès qu'on commence à parler de revue de code, tout le monde se lève et dit oula, surtout sur de l'iOS. Autant sur l'Android c'est un peu plus simple parce que c'est du Java, autant sur de l'iOS c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est quasiment la seule solution, c'est de connaître son code et d'analyser son code. Et de respecter les bonnes pratiques de secure coding. Le code tampering, Henri en a un peu parlé avec Xcode Ghost. Alors là, c'est toutes les bibliothèques. Alors, on est un peu plus serein sur la plateforme iOS que sur la plateforme Android. Encore une fois, iOS, on est sur du Swift, voire sur de l'Objective-C, un truc un petit peu parfois difficile à comprendre. Et de l'autre côté, on est sur du Java. Donc il est extrêmement simple aujourd'hui sur une application Android d'ajouter des bibliothèques. Vous allez récupérer une bibliothèque open source à droite et à gauche, et pouf, derrière, eh bien, cette bibliothèque est vulnérable à quelque chose. Effectivement, Xcode Ghost, c'était directement l'éditeur qui a été complètement noyauté de l'intérieur. Alors, il faut comprendre les Chinois, hein, ils ont 300 millisecondes pour aller de Pékin à San Francisco, donc ils préfèrent télécharger Xcode en local en Chine. Déjà, ça leur simplifie la vie. Donc, c'est ce qui explique Xcode Ghost, mais ce cas-là, on l'a encore vu dans d'autres applications. Alors, c'est rarement des applications aujourd'hui qui sont des applications grand public. On va le retrouver plutôt sur des développements internes parce que on a la super bibliothèque qui fait pouet tut tut qu'on veut intégrer. Et donc forcément, notre équipe de développement va intégrer ça. Alors effectivement, si vous faites appel à une société digitale qui vous fait des sites web et des applications mobiles, elle va avoir tendance aussi à faire ça. Et donc, insérer directement dans les bibliothèques, dans le code, des problématiques difficiles à résoudre, parce que on parle depuis quelques années des antivirus mobiles. Ça existe. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Enfin, en tout cas, la batterie, il faut qu'elle soit grosse. Parce que ça bouffe un peu la batterie. Après, il y a les mécanismes de signature, effectivement. Mais ça n'empêche pas que des librairies, aujourd'hui, qui ont été signées, ont été infectées. Donc, voilà, c'est pas simple à combattre. La seule solution réelle, c'est vraiment en amont du développement, c'est de voir avec vos prestataires ou avec vos développeurs qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme bibliothèque pour éviter justement que le code intégré, mais ça c'est une bonne pratique que vous devez avoir de manière générale, déjà qu'il ne soit pas sous une licence juridique incompatible avec ce qui est fait, et puis deuxièmement qu'elle ne soit pas vulnérable à un ensemble de choses connues. Le reverse engineering, alors il est plus facile en Android, encore une fois, je pense que je ne vais pas dévoiler ce que fait Pradeo, mais ils disent pas pour rien que c'est plus simple en Android qu'en iOS, hein. On est bien d'accord. C'est assez simple aujourd'hui de reverser une application Android. C'est aussi assez simple de la protéger. Il y a des solutions d'obfuscation sur le marché qui sont assez fortes et qui permettent réellement justement aujourd'hui d'éviter que quelqu'un puisse décompiler facilement votre code. Faites bien attention, à partir du moment où le code est sur le mobile, ça s'analyse. Ça s'analyse facilement. Dès que vous avez un code qui est dans un store, ça va s'analyser facilement. Alors, vous allez me dire, je protège mon mobile avec un mot de passe, ça sera plus difficile d'y accéder. Si vous avez vu le premier slide, vous avez vu en bas, expert près de la cour d'appel de Poitiers, donc expert judiciaire, on sait comment analyser un téléphone qui est bloqué, on sait comment analyser des applications, il y a les solutions aujourd'hui. Donc faites bien attention, si vous développez une application avec des données sensibles, avec des process sensibles dedans, obfusquez-la, utilisez les solutions d'obfuscation, n'utilisez pas la solution d'obfuscation qui est livrée avec la plateforme parce qu'elle n'est pas bonne, enfin, ou elle est limitée.
Il y en a d'autres qui existent, qui sont beaucoup plus poussés, qui vont permettre justement de rendre le code beaucoup plus polymorphe, si je peux prendre cet exemple-là, et qui va réellement faire en sorte que votre code sera bien protégé contre le reverse engineering, même si ce n'est pas forcément quelque chose de légal. Obfuscation, c'est une méthode qui va permettre justement de rendre illisible votre code. Je vais vous prendre une solution très simple d'obfuscation, très bête. Votre fonction, plutôt qu'elle s'appelle login, elle va s'appeler xz1832. Votre variable, plutôt qu'elle s'appelle login, elle va s'appeler xz2518. Voilà, là on a fait une micro-obfuscation du code, si vous voyez. Donc les mécanismes d'obfuscation vont se baser sur des techniques comme ça, vont rajouter du code qui ne sert à rien dans l'application, mais qui ne sera pas forcément exécuté, voire des morceaux de code qui sont chiffrés, etc. Il y a des tas de techniques, il y a des tas de, enfin, il y a des très bons. L'application Netflix est un très bon exemple d'application qui utilise l'obfuscation assez poussée. Voilà, dû au fait qu'il y a des droits, etc. sur la diffusion. Voilà. Et puis certaines banques européennes d'une couleur que je n'ai pas sur moi, qui est aussi le nom d'un opérateur télécom. La couleur, pas la banque. Voilà. Ils utilisent aussi ces techniques-là en termes d'obfuscation des applications mobiles. Et puis, je dirais les fonctionnalités, les backdoors. Il y a toujours des backdoors qui traînent, potentiellement. Pourquoi? Parce que dans les jeux, il y a des cheat codes. On aime bien obtenir des vies limitées, des choses comme ça. Faites attention quand on vous livre un code. D'autant plus si le code a été produit en dehors d'un cadre contractuel où vous avez des tas de choses, avec une société digitale qui fait des sites web, des applications mobiles, des tas de choses, et qui en plus sous-traite dans un pays à l'autre bout du monde. Le code qui arrive, je vous recommande de l'analyser fortement. D'analyser le code source et éventuellement aussi d'analyser le binaire. On n'est pas à l'abri que ce code ait quelque chose derrière. Voilà. Voilà, c'était ce qu'aujourd'hui on a identifié au sein de l'OWASP. Bien sûr, les autres top 10 mobiles sont toujours utiles et vont alimenter celui-ci. Je pense qu'il y a encore 2 mois, et dans 2 mois, on va publier le top 10 mobile. Donc vous pourrez l'inclure dans vos contrats pour le respect des best practices, je pense, à vos fournisseurs.